Une production du Studio SF. Quand j'entends ça, je dis « Ah, moi, je vais faire le YouTube du Québec. » Ma réponse est toujours « YouTube du Québec, ça s'appelle YouTube. » On n'est pas assez différents pour bloquer les Américains, mais nous, on est trop différents pour sortir du Québec. Fuck off. Je quitte mon doctorat. J'ai pas fini mon doctorat et je suis allé faire ma maîtrise en administration, mon MBA au MIT à Boston. Ah, t'es cute, mon petit gars, là. Mais partir une entreprise de génétique à 23 ans, là, comme il y en a des chercheurs de 50-55 ans qui n'ont pas réussi, oublie ça. Puis Biogénique, je l'ai fondé le 24 août 2013. 2014, finalement, on gagne Startup de l'année au Québec. 2015, je suis nommé EY Entrepreneur of the Year. 2016, 30 under 30. Jusqu'à me rendre 2018, où est-ce que j'ai vendu l'entreprise, finalement. Tu sais, c'est sûr qu'au Québec, quand tu dis que tu as vendu une entreprise dans le domaine de la technologie, les gens pensent que tu as une île privée, là. C'est faux. Ce n'est pas ça. Trouver la solution, c'est la partie facile. Trouver le problème que les gens sont prêts à payer pour, c'est la partie tough. C'était Laurent Duvernay-Tardif qui avait dit dans le balado, l'entrepreneuriat, là, c'est pas un concours de talent, c'est pas un concours d'argent, c'est un concours de déprivation de dopamine. Le plus longtemps que tu es capable de toffer en souffrance va déterminer ton succès. Puis c'est ça que j'ai fait dans le sport. Cam, j'ai eu une idée folle. Ah, vas-y. J'ai pensé enregistrer un épisode live au Ripple Cove. Caroline, c'est tellement une bonne idée. C'est une bonne idée parce que, vous le savez, on vous le répète souvent, tout est possible au Ripple Cove. Donc, moi, je pense qu'un startup live en campagne au Ripple Cove, c'est une idée de génie. On pourrait même le faire sur le bord du lac. Oui, parce que c'est à 90 minutes de Montréal, sur le bord du fameux lac Massawippi à Ayersliffe. À vous de nous dire si vous vous déplaceriez ou bien si nos amis, nos auditeurs de l'Estrie seraient au rendez-vous, une genre de retraite. Start-up. En fait, ils peuvent tout créer. On fait le lac à l'épaule. Oui. Start-up au Ripple Cove. Une planif stratégique. Une idée de génie. Alors voilà, ben, si ça vous intéresse ou du moins si vous avez des idées créatives similaires, vous voulez donner vie à des projets avec votre équipe, vos associés, peu importe, et vous avez besoin d'un lieu. Le fun, pour faire ça, ben, nous, on recommande fortement le Ripple Cove. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on vous en parle. Qui est un complexe hôtelier. Qui est un complexe hôtelier, un vrai domaine. Tout y est possible là-bas. C'est magnifique en Estrie. Donc, si ça vous intéresse, visitez le lien en description pour plus d'informations. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Startup Podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Chloé et Étienne Crevier. Bienvenue au Startup. Hey, je suis content d'être là. Je suis comme vraiment, ça fait longtemps que je voulais venir, puis je suis comme pas habitué d'être interviewé. Ben c'est ça, tu te retrouves dans la chaise opposée à l'habitude. Ouais, fait que si vous voyez la sueur sur le bout de mon front, c'est parce que c'est vraiment en dehors de ma zone de confort. Ça devrait bien aller, je pense, là. Merci. Pour mettre les gens en contexte, c'est le fondateur du balado Les Dérangeants, un énorme balado qui roule depuis près de 10 ans. Si je me trompe pas. C'est notre 10e anniversaire. Hey, 2016 qu'on a fondé ça. C'était comme un peu le bordel comedy club de l'entrepreneuriat au début. Puis là, c'est vraiment devenu une bébite plus grosse que nature. Là. Fait que c'est comme je me pince encore aujourd'hui. Félicitations. Merci. Vous êtes arrivé un peu avant même, beaucoup de temps avant que les podcasts soient donc bien forts au Québec aussi. C'était tellement drôle parce que j'étais avec un de mes amis, Hugues Chandonnet, que je remercie encore. On avait eu cette idée-là. On prenait une bière, puis j'étais tanné de têter les journalistes pour parler de nos histoires comme entrepreneurs. Puis j'étais comme à chaque fois, on allait voir le journal Les Affaires, puis faisait des communiqués de presse. Puis comme c'était donc le fun d'avoir notre tribune. Puis là, ça commençait aux États-Unis. Il y avait écoute, le sexe oral n'existait pas. Non, parce que le podcast Sans filtre, ça fait quand même longtemps. C'était 2018, mais c'est 2018, c'est ça. Fait que 2016, on va voir le journal Les Affaires, justement, et Concordia. Puis on dit, on aimerait ça cracher dans un micro pendant 1 heure. Ça vous tente-tu de vous associer à ça? Écoute, ça nous coûtait 150 $ par épisode. Notre premier invité était Olivier Primo. Ah ouais! Puis, le pionnier des podcasts. Exact. Puis il comprenait pas c'était quoi. Il était arrivé dans le studio, on enregistrait ça justement sur René Lévesque. Ça sonnait cacane. C'était une saison de 10 épisodes qu'on avait fait. On avait eu Olivier Primo, on avait Anne-Marie Lozic, Dominique Brown de Chocolat Favori. Puis tout le monde trouvait ça le fun. C'était cocasse, mais sans plus. Puis ça a juste comme tellement décollé. Puis là, de fil en aiguille, il y a eu tellement d'autres podcasts qui ont essayé. L'École d'entrepreneurship de Beauce en a fait un, Infopresse en a essayé. Mais les dérangeants, le fait qu'on personne n'avait besoin de ça pour vivre. On avait tous nos jobs on the side. On était tous entrepreneurs. Donc, il n'y avait pas de pression sur le projet à être performant. On ne devait pas générer des profits. Fait que ça a juste fait que de fil en aiguille, on a eu des saisons à
12 épisodes, d'autres saisons à 20 épisodes. On est revenu à 15 épisodes. Et là, finalement, ça fait depuis la saison 5, là, on est rendu à fini la saison 8, qu'on fait du 50-45 épisodes par saison, un par semaine. C'est énorme. Ouais, plus de 200 épisodes, 200 invités. Puis, une grande fierté, très rarement, on a eu 2 fois la même personne. Je pense Dominique Brown, Paul Saint-Pierre Plamondon, Marie-Pierre Morin, c'est les seuls qu'on a eu 2 fois. À part de ça, c'est tous des gens différents. Wow! C'est fou. Vraiment. Fait que t'en as eu des gens devant toi. Vraiment. Tu connais l'entrepreneuriat. Je pense. Je connais très bien ça, mais là, pour mettre les gens aussi en contexte, là, t'avais une vie avant les dérangeants, puis toute une vie. À 23 ans, tu as lancé ta première entreprise dans un domaine qui est quand même méconnu, la génétique. Tu es un généticien de métier. Ouais. Donc, peux-tu nous porter à travers cette histoire-là? Comment ça s'est fait de bâtir ton entreprise à 23 ans? C'est tellement drôle, hein, parce que, tu sais, moi, je considère que les belles années, puis on en parlera de l'écosystème d'entrepreneuriat au Québec, mais je suis rentré vraiment après une crise économique. On a eu 2008 qui a vraiment frappé fort. 2010, c'était pas top. Moi, je faisais mon doctorat en génétique à l'Université de Montréal. Je voulais être prof d'université. Je voulais avoir mon propre labo. Puis mon père, qui était médecin dans la région de Repentigny depuis 35 ans, me disait toujours, tu vas voir un jour la génétique, ça va être comme être les allergies. Là. On va pouvoir avoir accès, on va peser sur un bouton, puis tout va se faire. On va pouvoir adapter le système de santé en fonction du code d'architecte du corps humain. Puis ça reste de même. Je voulais pas devenir entrepreneur. Mon grand-père avait été entrepreneur, avait fondé Pajot Morel, une firme de génie conseil, mais c'est tout. Je n'étais pas né là-dedans. Moi, mon père voulait que j'aille une job. 2012, mon père fait une crise cardiaque. On lui donne un médicament qui était censé éviter de faire une deuxième crise cardiaque. Puis donc, en route vers l'hôpital, fait une deuxième crise cardiaque. Le médicament ne fonctionne pas et finalement décède. Puis, quand j'étais voir mon directeur, je faisais mon doctorat, puis je disais, tu sais, on aurait-tu pu savoir si mon père était à risque de crise cardiaque, on aurait-tu pu faire quelque chose? Sa réponse était, of course! C'est pour ça qu'on dépense des milliards en recherche, c'est pour ça que la génétique, un jour, c'est that's the whole goal of it. Puis j'ai dit, OK, mais les gens sont prêts à payer, ça sauve des vies, la technologie est là, pourquoi c'est pas offert, intégré dans le système de santé? Puis là, il me dit quelque chose qui a changé ma vie. Il a dit, un jour, ça va être le cas. Puis là, bon, sanguin que je suis, TDAH, un peu hyperactif, je suis comme, fuck off. Je quitte mon doctorat. Donc, j'ai pas fini mon doctorat. Et je suis allé faire ma maîtrise en administration, mon MBA au MIT à Boston. Vraiment dans le but d'aller chercher, d'être le premier. Puis là, je me suis carrément cassé le nez à dire, ah, t'es cute, mon petit gars, là, mais partir une entreprise de génétique à 23 ans, là, comme il y en a des chercheurs de 50-55 ans qui n'ont pas réussi, oublie ça. Fait que ça a été un hell of a ride. Puis là, il y a eu combien de temps avant le temps où ton père décède, tu as cette discussion-là, puis tu quittes pour Boston? À peu près 1 an. En fait, ça s'est fait tout un peu en même temps. 2012, mon père décède. 2013, je finis, je rappe mes affaires, je vais chercher ma maîtrise pareil. Puis Biogénique, je l'ai fondé le 24 août 2013. 2014, finalement, on gagne Startup de l'année au Québec. Startup la plus innovante. 2015, je suis nommé EY Entrepreneur of the Year. 2016, 30 under 30. Fait que, ça a été vraiment de fil en aiguille. Finalement, c'était beaucoup de lettres de noblesse. Puis jusqu'à me rendre 2018, où est-ce que j'ai vendu l'entreprise finalement à Biron Groupe Santé. Geneviève Biron, notre top gun de la santé de Santé Québec, que je salue. Bonjour Startup, mon nom est Sylvain Aird, associé en droit des affaires chez Kane Lamar. Alors, vendre son entreprise à un grand groupe n'est pas seulement qu'une transaction financière. Pour l'entrepreneur, c'est également un moment charnière qui comporte des éléments humains et stratégiques à ne pas négliger. Alors, basé sur mon expérience, je vais vous offrir 3 conseils clés. Le premier, négocier au-delà du prix. Évidemment, le prix de vente, le prix d'achat est très important, mais il y a des éléments à ne pas négliger. Par exemple, les modalités de paiement, les ajustements post-clôture, les clauses d'earn-out, connues aussi comme des compléments de prix conditionnels, ainsi que les déclarations et garanties que le vendeur offre à l'acheteur, peuvent représenter une valeur beaucoup plus significative que le seul prix d'achat. Alors, il ne faut pas oublier ces éléments-là. Le deuxième conseil, c'est anticiper l'intégration. Évidemment, pour une PME, qui se fait acquérir par un grand groupe, ça peut causer un choc culturel. Les procédures sont différentes, la prise de décision est centralisée. Donc, ça change la façon dont on conduisait nos affaires auparavant. Donc, tous ces sujets-là doivent être discutés bien en amont.
de la transaction. Ça peut se faire via, évidemment, la convention d'achat-vente ou encore lors de la négociation de la convention entre actionnaires, particulièrement, évidemment, si le vendeur conserve une participation minoritaire dans l'entreprise. Donc, en résumé, les questions d'intégration, ce sont des sujets qui doivent se discuter en amont, mais surtout pas après la signature de la transaction. Le troisième conseil consiste à protéger l'entrepreneur même après la vente. Dans plusieurs transactions, le vendeur demeure impliqué, que ce soit comme dirigeant, comme employé, à titre de consultant, voire même comme actionnaire minoritaire. Il devient alors crucial de bien encadrer cette relation par la voie d'une convention entre actionnaires où les droits et obligations sont bien définis, en définissant la durée de l'engagement ou du contrat d'emploi, les conditions de sortie, les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, et parfois même des mécanismes de résolution des conflits. Trop souvent, ces éléments sont sous-estimés alors qu'ils déterminent très bien la relation post-transaction. En guise de conclusion, la décision de vendre son entreprise à un grand groupe peut constituer une formidable opportunité de croissance. Bien entendu, mon conseil aux entrepreneurs, c'est de conserver une vision globale de ces transactions et ne pas s'arrêter simplement aux aspects financiers de celles-ci. Alors, n'hésitez pas à faire appel au service de Kane Lamar et de son équipe de droit des affaires pour toutes vos transactions. Merci. C'est quoi concrètement que vous faisiez dans ton entreprise? Parce que ça demeure un peu, justement... Mais c'est du flou. Obscur, je te cacherai pas, là. C'est dans Harry Potter, là, au MIT, ils disaient que t'étais fou de t'imaginer faire ça, puis t'as réussi, puis tu sais... Fait que c'était quoi le processus, concrètement? Fait que grosso modo, Camille, Chloé, la différence entre vous deux, là, c'est 0,01% de votre code génétique. Fait qu'il n'y a pas 99,9% du code qui représente 6 milliards de lettres. Là. C'est l'humain est identique. On est 80% identique à un plant de tomate à peu près aussi. T'sais. Tout ce qui est vivant sur la planète Terre, là, à peu près la même base de code. On voit ça comme un logiciel, là, mais la base du logiciel est toute la même affaire. C'est vraiment des micro-détails qui font que mon nez est plus long, que mes cheveux sont de telle couleur. Si tu essayais de lire ton code génétique, by the way, là, lettre par lettre, 100 lettres par minute, ça te prendrait 54 ans. C'est c'est énorme. OK, donc tu nous annonces que tu n'as jamais lu un code génétique Non, je te au complet. confirme. Ça prend 1 téraoctet de données par individu, fait que tu le fais pas. Mais en allant lire le 0,1% de différence, fait que c'est comme si tu ouvrais le dictionnaire et tu allais lire les lettres de certains mots, puis y a-tu des fautes d'orthographe? Fait que là, tu regardes les fautes, mais tu es capable de dire si tel médicament va fonctionner. Tu es capable de dire si tu vas développer l'Alzheimer, si tu vas avoir... si le café, tu l'absorbes plus que les autres. Fait que toutes ces mutations-là, qu'on va dire, ces erreurs-là dans le code, mais ce ne sont pas des erreurs, ce sont des particularités d'une autre personne à l'autre, font en sorte qu'on est capable d'adapter le style de vie. De dire, ben, toi, tu es à risque de ça. Pourquoi quelqu'un qui prend du Tylenol, il aime mieux ça que l'Advil? Pourquoi est-ce que moi, j'aime mieux ça salé, moins salé? Toutes ces particularités-là, ça représente pratiquement 600 000 mutations. Tu sais, c'est vraiment, c'est rien. Donc, il y avait des compagnies aux États-Unis qui le faisaient déjà. Il y avait juste personne au Canada qui l'intégrait. La technologie, moi, j'ai rien inventé. Là. OK. Tu l'as intégré, toi. J'ai carrément offert le service de dire, tu craches dans un tube, tu mets de la salive, on analyse, on te donne un rapport. Et qu'est-ce que tu fais avec le rapport? C'est quoi les conseils? Puis c'était un peu c'était notre tagline dans la compagnie, c'était des conseils qui changent une vie. Life-changing insights. Puis de fil en aiguille, on a commencé à faire on vendait à monsieur, madame, tout le monde. Puis là, les gens trouvaient ça super intéressant. Ils emmenaient leur rapport à leur médecin. Puis là, le médecin trouvait ça cool. Puis là, il nous appelait puis il disait « Hey, mais je peux-tu le prescrire? Je peux-tu l'utiliser? » Puis là, les patients, qu'est-ce qui arrivait? Bien, il y avait une facture dans le laboratoire avec une prescription de leur médecin. Fait que finalement, ils l'envoyaient à leur assureur. Fait que là, finalement, après 2 ans et demi, partie de la compagnie, mais là, on a Desjardins Assurance, Manuvie qui nous appelle, dit « Hey, ça fait 10 factures que j'ai de vous cette semaine, vous êtes qui tabarnak? On peut-tu se rencontrer? » Fait que, tu sais, quand tu es une start-up dans un sous-sol, que tu dis « Moi, mon rêve, ma coupe Stanley, c'est d'être remboursé par les assureurs un jour », oublie ça. La pente est bien trop à pic, là. Tu réussiras jamais à convaincre un assureur quand tu es une start-up. Mais de fil en aiguille, c'est ce qu'on appelait les switchback strategy. Fait que si la pente est trop à pic, ben, on monte en zigzag. On fait des objectifs intérimaires pour atteindre la Coupe Stanley. Puis là, on l'a atteint 2017, Sun Life. On a fait un projet pilote avec eux. On était les premiers tests génétiques remboursés par un assureur privé au Canada.
Et là, sky's the limit parce que avant, il fallait convaincre monsieur, madame, tout le monde, un par un, d'acheter. Du coût d'acquisition de clients à carrément, ben là, c'est l'assureur qui s'occupe. Il dit, toi, tu as fait une dépression, on veut pas que tu fasses d'essai-erreur pour trouver le bon antidépresseur, fais le test de biogénique. Ça va prendre 3 jours. Puis là, après ça, tu vas recevoir, on va te dire, ben, prends pas Celexa, prends Effexor, ou tu sais, je ne tomberai pas dans les détails, mais notre premier gros client, en fait, ça a été Ubisoft, que je remercie, qui nous a cru, qui a prouvé qu'on était capable de ramener des employés plus vite au travail. Fait qu'il y avait moins d'invalidité. Fait que quand un programmeur tombait en burn-out, mettons qu'il tombait en burn-out pour, on va dire, 12-15 semaines, faisait le test de biogénique au début, ben, en faisant le test, finalement, il revenait après 9 semaines. Puis c'est toi qui développais ces collaborations-là? Ouais, moi, ma force a toujours été la vente. OK. Ça va être la communication. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, biogénique, c'était une équipe, là. Il y avait Michel qui était à Science, j'avais Jérôme au laboratoire, j'avais... Vous étiez combien? Dans les founder team, on était 4. Moi, j'ai parti le projet, j'avais 75% des parts. Mais là, rapidement, il y a d'autres mondes qui se sont joints. Fait que j'aimais dire que j'étais le conducteur de la locomotive, mais il y a du monde qui ont embarqué, qui croyaient au rêve aussi. Mais c'était moi qui allais au bat. Puis c'était ça qui était un peu fou parce que j'avais 24 ans. Puis tout le monde était plus vieux que moi dans l'équipe. Là. Fait que là, il me regardait et disait « Hey, boss, fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le prochain? C'est quoi la stratégie? » là? Je suis comme « J'en ai aucune idée. » Fait que rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que rapidement, puis tu sais, ChatGPT n'existait pas. Là. Non, c'est ça. Tu pouvais pas aller bouncer. Fait que c'était beaucoup d'improvisation, mais moi, je tiens à dire, tu crées ta chance dans la vie aussi. Là. Si je l'avais pas essayé, ça n'aurait jamais marché, mais la vague a fait en sorte que la génétique, aujourd'hui, on s'offre ça en cadeau de Noël. Là. Tu reçois un kit de Ancestry.com pour savoir de où tu viens dans le monde, puis tu trouves ça cute. À l'époque, on me traitait d'extraterrestre. Ouais. Mais j'ai été dans les années où ça a changé. 2012, 2013, les gens ne comprenaient pas c'était quoi. 2015, 2016, c'était comme innovant. 2018, 2019, là, c'était rendu la norme. C'est là que j'ai trouvé mon Waterloo aussi. C'est quand tu as des meetings, tu as une semaine où est-ce que tu parles pas à toute ton équipe. Moi, j'étais un bon entrepreneur. Mettons, je veux dire 0-10 millions. Là. Je suis excellent. Après ce threshold-là, là, tu as des départements, tu as des meetings, tu as des évaluations annuelles. Là, j'avais des employés qu'on embauchait ou des stagiaires, puis j'étais comme, je croise quelqu'un dans le corridor, je suis comme, c'est qui ça? C'est une embauche, puis je suis comme, pas un fun ça feeling. Te dérangeait. Ben, j'étais comme, je me sentais mal, je suis comme, hey, mon Dieu, elle travaille dans ma compagnie, puis je me suis même pas présenté, je dis, mais j'ai même pas là à son entrevue. Fait que c'était très drôle. Est-ce que c'est connu pour combien vous avez vendu à ce moment-là, ou c'est encore une information confidentielle? Complètement confidentiel. Il y a le Journal de Montréal puis la presse, quand on a fait le communiqué de presse, que Biron a acquis Biogénique. Je me rappelle l'article, c'était Biron met la main sur Biogénique. Puis comme si c'était quelque chose de précieux, puis il était chanceux. Ouais, puis là, ils nous ont demandé. Puis non, c'est undisclosed. Puis à ce jour, j'aime ça garder ça undisclosed aussi. Ça laisse, mais... Tu sais, c'est sûr qu'au Québec, quand tu dis que tu as vendu une entreprise dans le domaine de la technologie, les gens pensent que tu as une île privée. Là. C'est faux. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas de jet privé, je n'ai pas d'île privée. Si j'avais été aux États-Unis, probablement. Fait que même si on était le plus gros laboratoire de génétique privée au Canada, ça n'a pas été peut-être deuxième, mettons. On était ex-aequo. C'est pas des exits comme aux États-Unis. Ça reste quand même, ça m'a permis de prendre ma retraite, ça m'a permis de faire des investissements, de partir plein de projets, mais c'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Même ChatGPT n'a pas voulu me le dire. Ah ouais, t'as essayé? Oui, j'ai essayé, on a bandé des idées, il m'a dit comme entre temps et temps, mais c'était comme entre 20 et 200 millions. J'étais comme, ouais, là, ça n'a pas vraiment rapport. J'étais comme... C'est plus dans le bas de la braquette, je te dirais. C'est ça. Ben, lui, il était pas certain. Là, il faisait comme des spéculations sur les années, puis dans ces années-là, c'était qui tes compétiteurs. Bref, je me suis amusée un peu à chercher cette information. Faudrait que je le fasse, c'est cute, j'aime ça. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, parce que faire le lien avec l'écosystème. Aujourd'hui, une start-up qui fait une seed round, on va dire, ou qui va un premier chèque là, d'investissement, les chèques se font entre, mettons, 2 et 3, 4 millions. À l'époque, c'était entre 500 puis 1 million. T'sais. Fait que juste l'inflation fait en sorte que... Ça a quadruplé. Ben, exact. Vraiment, là, on est ailleurs. Donc là, on comprend que tu as bâti une grosse business pendant ta vingtaine, voire même les premières années quasiment de ta vingtaine. Ouais. C'était quoi ton mode de vie? Puis c'était-tu plus beau que laid ou plus laid que beau, cette réalité-là?
L'enfer, c'est les autres, comme dirait Albert Camus, là, dans Huis clos. Tu réalises pas que tu es en train de perdre ta vingtaine dans un projet entrepreneurial avant que les autres te le disent, que comme « Hey, on te voit plus, t'es rendu où? T'as manqué mon anniversaire. » Quand j'ai vendu, j'ai fait une grosse folerie. Mon conseiller financier me dit « Tu fais un truc, là, puis après ça, tu places ton argent. Tu y touches plus. Mais tu as le droit à un truc. » Fait que j'ai loué une villa à Malaga, en Espagne, pour mes 30 ans. Puis j'ai invité mes 15 meilleurs amis avec leur blonde, puis on a fait le party pendant une semaine. C'était exceptionnel. C'était la seule grosse connerie. Ça, je suis à l'aise de dire. Je pense que ça a coûté comme 50 000. Mais, tu sais, j'ai pleuré comme un bébé pendant mon party parce que j'étais comme, oh Dieu, je me suis ennuyé de vous. J'ai l'impression d'avoir... Fait que, tu sais, j'avais des amis qui, eux, ils ont voyagé, ils ont habité 1 an en Suisse, ils ont pris une année sabbatique pour aller en Nouvelle-Zélande, en Australie. J'ai pas fait ça. J'étais allé en Chine avec la délégation du G20 comme jeune entrepreneur avec Justin Trudeau. J'ai vu la Chine de la fenêtre d'un autobus, là, comme je pense qu'on a eu un après-midi de libre pour aller sur la Grande Muraille de Chine, c'est tout. Fait que, même dans ma vingtaine, mes voyages, c'était des voyages d'affaires. Puis c'était sérieux comme univers, là. Big time. C'est sûr que c'était très corpo, très serré, très... le décorum était super important, Ouais, j'imagine. puis j'avais aussi le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde. Tu sais, je pense que je suis tellement écœuré de l'entendre, celle-là, là, dans le syndrome de l'imposteur. Tout le monde, OK, spoiler alert, tout le monde a le syndrome de l'imposteur, OK? Moindrement que tu sors de ta zone de confort, ça vient avec, fait avec, c'est pas quelque chose qui te rend unique. Mais, tu sais, j'étais plus jeune, justement, je compétitionnais des grosses entreprises, Google, les paquets 23andMe, fait qu'automatiquement, on me comparait et donc, je me devais de lead by example. Donc, j'arrivais tôt, je travaillais fort, je finissais tard. Tu sais, si tu me demandes comment était ma vingtaine, j'ai pas voyagé, j'ai voyagé pour affaires, mais oui, j'ai bâti une business, mais j'aime beaucoup la citation qui dit « Être entrepreneur, c'est travailler quelques années comme personne le ferait pour vivre le restant de ta vie comme personne pourrait. » Moi, ça a été ça. Je suis chanceux. Si j'avais fait faillite, tout le monde aurait dit que j'étais un uluberlu complètement. Puis c'était clair, tu allais faire faillite, ça n'aurait pas marché. Mais là, ça a marché. Je suis content. Tu crées ta chance. Est-ce que je le referais? Pour vrai, je ne sais pas. À ce point-là? La presse m'avait posé la question à un moment donné, si c'était à recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Puis ma réponse a été, je ferais exactement la même chose parce que je suis heureux où est-ce que je suis aujourd'hui. J'aime ma vie aujourd'hui, mais c'est sûr que ça a été, ma santé mentale en a écopé énormément. Là. Ça a coûté un couple. Puis, j'ai pas eu un début, comment je pourrais dire, de vie adulte normale. Mon père était décédé. Je me suis beaucoup occupé de ma mère. Puis, après ça, en même temps, je bâtissais une entreprise. Puis, j'avais pas de repères. Nécessairement, j'avais pas un papa pour dire, là, écoute, je suis démotivé, ça va pas, je fais quoi? Puis probablement que mon père m'aurait dit « Ferme ça, va te trouver une job ». Mais, fait que ça a peut-être été bon, mais tu sais, j'ai trouvé refuge dans des mentors, dans des coachs. Tu sais, mon président du conseil d'administration, c'était Pierre Lortie, qui était l'ancien président de Bombardier. Fait que tu sais, c'est comme devenu un peu mon papa, parce que j'étais comme le monsieur Crevier. Vous devriez augmenter. Je m'en rappelle. Il parlait encore. comme ça. Oh oui, il me disait monsieur Crevier. Puis, c'était toujours très protocolaire, mais tu sais, c'est comme devenu... Cette relation-là a un peu remplacé, justement, le rôle. Via un mentor, j'étais comme très avide de ses conseils. J'étais comme un peu... qu'est-ce que mon papa me dirait, tu sais. Est-ce que tu te sentais proche de lui malgré son ton? Moi, on dirait que les tons de voix, là, trop drabes, trop sérieux, je peux pas me sentir proche d'une personne comme ça. C'était pas une personne très chaleureuse, mais tu le sentais que ça venait du cœur. Okay. C'était une personne qui était très sollicitée. Fait que d'avoir accepté de venir tôt dans l'aventure d'une petite start-up puis de me faire confiance, j'étais comme, OK, tu sais, il y tient, puis il était pas obligé, il avait pas besoin de ça dans sa vie. Là, comme... Il voyait ton potentiel, probablement. Probablement. Fait que je le remercie encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans leur début vingtaine, et moi? Mais tu sais, as-tu des conseils un peu par rapport à l'expérience de vie que toi, tu as eue en entrepreneuriat, tu sais, puis ce que tu en as appris? Ben, moi, je te relancerai la question, Chloé, parce que tu as un parcours un peu plus atypique que les gens, un peu comme... Ben, vous avez un peu un parcours semblable, dans le sens où tu gères une équipe, tu as 21 ans. Tu as foncé dans des projets de tête première sans te poser la question si ça te tentait. Ben, tu sais, je pense que ça te tente, mais... Non, c'est vrai, des fois, tu te poses pas assez des questions. Après, tu te dis, OK, j'aime-tu ça? Mais, ouais... Moi, je me voyais pas faire autre chose.
j'avais un certain problème avec l'opposition. J'ai un trouble de l'opposition avec l'autorité. Là. Donc, j'ai essayé d'avoir une job dans le pharmaceutique. Ça a été une catastrophe. Puis à ce jour, la seule vraie job que j'ai eu dans ma vie, c'était au Grand Défi Pierre Lavoie, en événementiel. Du bénévolat? Ben non, c'était carrément, j'étais dans l'équipe de Pierre pour organiser le 1000 km, puis la grande récompense qu'on appelait à l'époque. Fait que ça a été... puis tu sais, c'était une équipe fabuleuse, mais j'étais payé 17 $ de l'heure. Là. C'est comme... Puis rapidement, après ça, ça a été Biogénique. Mais est-ce que... Tu sais, moi, ce que j'aime de mon histoire, c'est que j'avais pas un gros train de vie. Fait que si ça marchait pas, il était toujours temps de recommencer. It's always day one, comme on dit. Tu mets ta vingtaine sur un projet, puis finalement, OK, tu te retrouves, tu fais faillite à 30 ans. Hey, t'as encore 25-30 ans devant toi pour te refaire. Tu fais le même gamble à 45 ans, avec 3 enfants, une hypothèque. C'est un peu plus risqué. Tu sais, je me souviens, j'ai hypothéqué mon condo 2 fois. J'étais all-in. Si Biogénique faisait faillite, moi, j'avais 700 000 $ de caution personnelle sur la tête. J'y passais. Mais ça a tout changé mon attitude aussi parce que j'avais le couteau entre les dents, j'avais le goût du sang. Il n'y avait pas de plan B, là. Il fallait que ça marche. Il y a probablement des fois où est-ce que j'ai fait des chèques de 10-15 000 pour renflouer le compte de banque parce qu'on était à sec. Il y a 3 fois où on n'a pas fait la paye. Je pense que nos 5 premières années ou nos 4 premières années, nos comptables, on disait qu'on était en faillite technique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de cash pour payer nos obligations. Mais on a toujours trouvé une façon que ça fonctionne, finalement. Puis comment, toi, ton corps réagit à ce grand stress-là? De l'eczéma. OK. Non, mais on a tout notre... Moi, je pense pas que je pourrais me lever pour être capable de faire la paix. Mais ça, j'allais dire, je veux juste qu'on prenne un moment là, C'est gros, là, ce que tu viens de pour dropper là. absorber ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai que c'est majeur. Puis moi, je veux te dire, ma réalisation de l'entrepreneuriat depuis la dernière année, maintenant que je suis investie de façon vraiment plus sérieuse dans un projet, dans Recess. Tu sais, dans le sens que oui, le podcast puis mes initiatives ont toujours été entrepreneuriales, mais j'ai jamais risqué, tu sais, toutes mes économies jusqu'à maintenant et plus, là, tu sais. Moi, ma réalisation, c'est que c'est beaucoup plus difficile que je l'imaginais, tu sais. Puis ça demande beaucoup plus de sacrifices que je pensais. Puis pourtant, j'ai grandi avec des parents entrepreneurs. Je m'assois avec des entrepreneurs chaque semaine. Fait que j'ai eu la chance d'en entendre des histoires. Puis j'ai quand même quasiment un sentiment de trahison de comme... J'ai même pas vu que c'était si difficile que ça. Donc, mon point étant que je pense que le monde réalise pas à quel point c'est tough. Ce que tu viens de dire, là, de ressortir de l'argent de tes poches, puis tu te payes même pas, puis t'es comme, j'en remets 15 000, je paye pas mes employés. Je vends mon char, je me réhypothèque. Mais ce que tu fais en ce moment, ça te prépare parce que de ton histoire, on a reçu ta mère au balado Les Dérangeants, puis elle disait aussi que à un moment donné, elle a dû comme double down, là, sa machine venait de péter. Puis ce qu'elle fait, tu sais, elle est allée comme au bar, elle dit je prends 3 shooters, puis OK, je continue, let's go, j'achète 3 billboards sur le bord de l'autoroute, puis je le fais. Tu te rends pas à cette situation-là jour 1. Ou est-ce que tu as... Tu sais, c'est pas, mettons, dans les premières 3 semaines de ta business que tu fais un chèque de 15 000. Si ça t'arrive, ça, tu fermes. C'était pas une bonne idée, je m'excuse. Mais quand ça fait 2 ans que tu travailles sur le projet, c'est un peu... Ils appellent ça le sunk cost fallacy, là. C'est comme... J'ai tellement mis d'énergie que je peux pas revenir en arrière. Puis il y a beaucoup de gens qui diraient tu dois pas avoir ça. Faut que tu sois toujours prêt à recommencer puis dire c'est pas parce que tu as mis 2 ans de ta vie qu'il faut que tu en remettes 2 autres. Faut toujours que tu sois prêt à fermer. Dans mon cas, c'est complètement pas ça. C'est comme j'aurais pas fait un chèque de 15-20 000 si j'avais pas déjà le bras dans le tordeur. Puis je pense que c'est ça qui va arriver aussi dans peut-être pas Recess, mais peut-être un prochain projet où est-ce que ton cœur est là, ton identité est là-dedans. Puis je peux comprendre des entrepreneurs qui font des burn-out après une faillite parce que leur identité, ils passent. Quand juste vendre son entreprise, mon Dieu, j'ai fait une dissonance cognitive complètement. J'étais monsieur biogénique, les gens m'invitaient à donner des conférences pour parler de la génétique. Puis là, du jour au lendemain, c'est plus à moi. Puis là, ils ont changé le nom l'année passée pour Biron Génétique. Fait que, même, c'est resté quasiment pendant 8 ans après la transaction que Biogénique existait, biogénique.ca.com existait, mais c'était même plus mon bébé. That's rough. Puis, fait que tu te retrouves à un point où est-ce que tu te poses la question comme, tu sais, je continue ou je double down? Puis à un moment donné, ben, je regardais juste plus le compte de banque. J'étais comme, OK, tu sais, si ça passe, ça passe. Déni total. C'est un déni total complètement. Puis il y a une vidéo qui est encore sur YouTube à ce jour sur les bourses Pierre Péladeau.
c'était une des fois où est-ce que j'ai pas fait la paye. J'avais pas de solution. J'étais juste, OK, j'avais peut-être pour 70 000 $ de dette. Et c'est un de mes amis qui m'appelle, il dit « Ah, je vais te présenter un investisseur, viens donc dans le Vieux-Port, hôtel Saint-James, je pense, comme je vais te le présenter. » J'arrive là-bas, mon ami chante, il m'attend, puis il dit « Ah, il est où l'investisseur? » Il dit « Ah, il s'en vient. » Puis finalement, c'est une équipe de tournage qui me débarque dessus avec Jean-Philippe Dion, qui dit « Bravo, vous venez de gagner la bourse Pierre Péladeau pour 30 000 $. Comme, ça venait de tout sauver. Oh my God! Ça me permettait de faire la paye, ça me permettait d'acheter du temps, puis finalement, on a closé notre financement. Tu sais, comme ça m'est tombé dessus. J'avais aucune solution, là. Puis la bourse Pierre Péladeau nous est tombée dessus. Mais comme une espèce de magie là-dedans, tout le monde qui est au plus bas, il y a toujours quelque chose, ou c'est les histoires qu'on entend, là, qui sort de la merde, de même, là, out of the blue. Ouais. Ben, c'est sûr que ceux qui sortent de la merde, il y a quelque chose qui est sorti de la merde. C'est ça qu'on entend. Oui, mais non, mettons tu des veux histoires, dire... c'est quasiment magique, là, cette affaire-là. C'est ça, oui. Tu sais, par expérience personnelle, c'est des plus petits, mais aussitôt que c'était toujours quelque chose une solution que tu n'aurais pas pensé qui arrive dernière minute, là. Mais je pense que Souvent. les entrepreneurs ont ce dénominateur commun d'avoir comme une drive quasi inébranlable. Ouais. Là. T'es un entrepreneur qui est, on va dire, entre guillemets, fait pour être ça. Là, parce qu'il y en a qui se lancent en business puis qui réalisent que, tu sais, dans le fond, c'est pas pour eux. Mais quand c'est vraiment toi, ben comme tu as dit, je crois que c'est des profils qui vont constamment la créer leur chance puis être là jusqu'à temps que tu puisses plus l'être. Là, c'est un des commentaires que tu entends le plus souvent dans les entrepreneurs qui ont fait faillite. C'est de dire jusqu'à la dernière minute, je pensais être capable de sauver. Je sais pas si vous avez écouté Vitrerie Joyale sur Prime, mais tu sais, justement, Martin Matt, qui joue son père, dit pourquoi tu me l'as pas dit que t'en allais faire faillite? Pourquoi tu m'as pas appelé? C'est son adjointe qui posait la question. Il dit parce que j'avais un gros ego puis je pensais vraiment trouver une solution. Fait que tu sais, je pense que cette espèce de naïveté-là. Puis aujourd'hui, je pense que ça joue beaucoup, c'est que j'ai plus la naïveté. Donc, si tu me poses la question, est-ce que tu le referais? Est-ce que je suis comme, hey, pas cette naïveté-là, c'est vraiment rough. C'est vraiment une claque. Ça gueule. C'est des cicatrices après cicatrices qu'il faut comme que tu dises, mais c'est pas grave, on continue. Mais je pense que, je me souviens, c'est Pierre-Yves McSween qui nous a dit ça la première fois qu'il est venu sur le podcast. Puis il a dit, ce que je trouve beau chez les jeunes de 20 ans, c'est qu'ils regardent l'avenir, les yeux ronds, puis tout est possible, tu sais. Ouais. C'est vrai, parce que justement, tu l'as dit tantôt, à 20 ans, t'as pas un gros train de vie, t'as pas beaucoup de responsabilités, t'es pas à risque. Tu peux perdre et recommencer à aller vivre chez tes parents un peu, faire du couch surf, je sais pas comment ça s'appelle. Couch surfing. Mais c'est vrai que rendu à 40 ans, la maison, les enfants, l'hypothèque, l'école, le privé, parce que whatever, tu penses à roule, puis ci, puis ça, t'es plus à risque. Mais il y a une partie de moi qui trouve ça triste parce que je sais que ce qui garde... Tu sais, rester curieux, puis oser, puis continuer de sortir de sa zone de confort, c'est tellement important, mais quand on vieillit, on le fait de moins en moins parce qu'on a peur. Ben moi, je pense que, pour avoir fait le contraire, pour avoir profité toute ma vingtaine, être embarquée fin vingtaine, début trentaine dans l'entrepreneuriat, puis là, vouloir y consacrer des heures et des heures, puis pas rien voir d'autre que ça... Moi, j'ai un regret d'avoir trop profité avant. Fait que je pense que peu importe ce que tu fais, puis moi, je suis encore très naïve sur l'entrepreneuriat parce que c'est un domaine que je connais moins. Fait que ta naïveté, elle va être dans quelque chose que tu connais pas, en fait. Fait que moi, je pense que moi, j'ai 30 ans, puis perdre la maison, vous savez, je m'en fous, j'ai mis une pancarte, là. Non, mais c'est vrai, je suis retournée dans le sol de mes parents il y a 1 an, jour pour jour. Tu sais, comme, c'est pas grave, là. Puis le 30 ans, c'est le nouveau 20 ans. Moi, c'est ma philosophie, mais peut-être pas tout le monde est comme ça. Mais tu regardes les plus grandes fortunes récemment, tu sais, Elon Musk, il a vendu PayPal, qui l'a rendu très riche, mais c'est pas été PayPal qui l'a mis le plus riche au monde. Ça a été sa 2e, sa 3e, tu sais, finalement, Tesla, SpaceX, SolarCity. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je suis d'accord avec toi, Camille, que quand t'arrêtes à la première, ou, tu sais, mettons, tu l'as fait une fois, t'as fait faillite, je l'ai essayé, je recommence plus. Mais non! Réessaye! Ouais. Là, avec tout ce que tu sais, c'est sûr, c'est mathématique. Quand tu lances une business puis que tu mets, on va dire, 10 000 $, le pire qui peut arriver, c'est perdre 10 000. Quand tu pars, mais le mieux qui peut arriver, c'est de faire 10 millions. Fait que tu peux perdre 100 %, mais tu peux faire 10 000 %. Fait que le upswing, à un moment donné, le upswing va payer pour toutes les autres fois que tu as perdu. Fait que moi, c'est sûr que je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Il faut créer des entrepreneurs. Il faut que tu te lances. Il faut que tu l'essayes. Mais pense pas que c'est comme aller à la TV pour pitcher devant un dragon puis tu sors avec un chèque d'1 million, par contre. Là. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est...
un emploi exceptionnel, mais je pense que le revers de la médaille est pas assez abordé, puis on s'imagine que c'est très glorieux, mais ça vient avec un downside qu'il faut être prêt à faire face à. C'est comme la parentalité. Comment tu veux le savoir? Si Ouais, tu l'as pas c'est vécu? ça. Le monde qui n'a pas d'enfants sont vraiment comme... Ils sont irrités, je pense, par les gens qui vont dire « Ah, mais tu sais pas c'est quoi? » Puis souvent, moi, j'ai des amis qui se sont excusés à leurs propres parents de comme « Hey, je m'excuse, je savais pas que c'était dur de même, je savais pas que c'était ça. » Puis chaque personne a sa propre expérience face à la parentalité, un peu comme à l'entrepreneuriat. T'as bien raison. Moi, c'est ce que je trouve qui est le plus proche. Là. Je sais pas si toi, tu trouves que c'est ça aussi. Ben, pour le vivre en ce moment, parce que Ouais. j'ai vendu ma business, puis finalement, là, j'ai eu des enfants par la suite. Tu découvres c'est quoi carrément en le faisant. Puis mon premier, Albert, c'était beaucoup d'anxiété. Puis là, finalement, le deuxième, Gabriel, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup plus facile. Mais ça rend pas les nuits plus faciles, par contre. C'est juste que c'est comment tu l'abordes. Comment... Est-ce qu'une nuit blanche, au début, j'étais comme, comment je vais faire pour faire ma journée? Comment je vais faire pour me lever? Finalement, non, je sais, je vais faire des nuits blanches. C'est pas si pire. Fait que c'est vraiment, c'est une question, comme dirait dans les boys, c'est le mental, mon Stan. C'est le mental. C'est... tu sais, je continue de penser que le Québec crée des excellents entrepreneurs. Puis c'est un peu l'histoire des dérangeants à la base. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous lie entre entrepreneurs qu'il faut mettre de l'avant. Puis à l'époque, surtout en 2016, les entrepreneurs, c'était comme les nouveaux cuisiniers à tatou, là. Tu sais, Oui. tout était trendy, tout le monde avait une page LinkedIn, puis là, tout le monde faisait une citation par semaine là, pour comme motiver sur l'entrepreneuriat. Puis j'étais comme, ben, faisons un podcast pour en parler, puis allons voir derrière justement ces cicatrices-là de Anne-Marie Lozic, Dominique Brown, Olivier Primo, Guillaume Lepage, Julie Snyder, pour voir, c'est tous des noms qu'on connaît, qu'on entend, mais c'est quoi leur cicatrice derrière? C'est quoi qu'ils ont appris? Pourquoi ils ont décidé de continuer? Puis c'est vraiment intéressant de te rendre compte que personne ne l'a facile. Jamais. Peut-être, genre, Martin Matz, je pense, ça a été le seul qui nous a dit que lui, c'était comme... Il dit, j'ai l'impression d'avoir triché dans la vie parce que le Bordel Comedy Club, ça s'est payé tout seul. Là. C'est comme ils l'ont lancé, puis ça a comme été un succès jour 1. Puis ils n'ont jamais eu de risque, mais ils étaient 5 aussi. Puis ça, c'est un autre truc que je recommande aussi beaucoup aux gens. J'étais majoritaire, mais je n'étais pas tout seul. Puis de te lancer en affaires seul, ça, je pense, Camille... Oui, moi, je suis toute seule. Je te lève mon chapeau. Oui, c'est pas... La solitude, là, comme pas bouncer avec quelqu'un sur les décisions, ça Mais doit je quand bounce même... avec beaucoup de monde. Je suis très vocale, là. Moi, j'ai pas peur de lever la main puis de demander de l'aide. Ça, c'est bon, ça. Ouais, puis on dirait que moi, j'ai tellement vu des gens... Parce que, tu sais, j'ai eu un premier salon à 21 ans avec des associés que ça n'a pas du tout fonctionné, puis ça a été un enfer. Ça a été tes cicatrices, ça. Oui, ça a été ma cicatrice. Fait que pour moi, d'être toute seule, d'avoir le choix de mes décisions, c'est plus ma zone de confort, je dirais. Puis mes clientes sont toutes entrepreneurs, d'où le Startup Podcast, puis Chloé et tout ça. Fait que eux, ce qui me parle, c'est pas nécessairement les belles histoires d'associés, là. Mes clientes, quand ils arrivent sur ma chaise puis qu'ils vivent quelque chose avec leur partner, là, moi, je reçois tout ça aussi. Donc, je pense qu'on dirait que je suis peut-être... j'ai une appréhension face au partenariat. Tu sais, avec Chloé, ça s'est juste fait tellement naturellement que là, je me suis réconciliée avec les partenariats. Moi, j'ai une grosse théorie sur les partenariats. Tout partenariat a une date de décès. Ah. Tu ne peux pas t'embarquer dans un partenariat en pensant que c'est pour la vie. Les seuls partenariats pour la vie, c'est peut-être le mariage puis ton frère puis ta sœur. Comme... Fait que, tu sais, des entrepreneuriats familiaux, c'est peut-être les seuls. Tu sais, je regarde Elisabeth Abatiello avec Pizza Salvatore. J'y crois qu'ils vont peut-être réussir à s'entendre pour plus longtemps que normal, mais pense qu'un partenariat dans la vie a toujours une date de fin. Puis si tu l'abordes comme ça, tu vas être beaucoup moins déçu, tu vas être beaucoup moins trahi, tu vas beaucoup moins te sentir rejeté aussi. Fait que tu ne peux pas penser, te dire, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans? Il y a toujours un associé, un client, c'est un partenariat, un employé, c'est un partenariat, c'est jamais pour la vie. C'est une belle manière de le voir. Est-ce que toi, tu l'abordes dès le début dans tes partenariats, tes discussions, ou tu vas pas à ce point-là? Bonne question. Je l'ai fait beaucoup, ça a été awkward. De parler des clauses de fin. Puis je pense que les fois où je l'ai fait, mettons, quand j'ai vendu Biogénique, j'ai mis beaucoup d'argent en immobilier pour comme le sécuriser. J'avais une clause de non-compete. Là. Je ne pouvais pas me partir rien dans le domaine de la santé. Fait que, bon, j'ai mis de l'argent en immobilier avec des partners. Puis ça, j'ai été très agressif au début. Où, j'étais comme, je voulais me protéger, mais je venais de vivre une période de transaction rough. Puis, chapeau à mes partners en immobilier. Ils ont été très patients avec moi pour comme
j'étais comme les coudes levés, là, puis j'étais comme... Puis là, finalement, aujourd'hui, là, je me suis calmé, puis tous mes autres projets d'affaires, là, je suis plus comme, tu sais, YOLO, là, on verra ce qui arrivera, puis... En ayant rencontré des centaines d'entrepreneurs à travers les 10 dernières années, veux-tu nous amener un peu dans, finalement, ce volet-là de ta vie, puis les apprentissages que tu en as fait à t'asseoir avec toutes ces personnes? Ça a été tellement, tu sais, les dérangeants, ça a été ma thérapie. Pour vrai, faire du podcast. C'était fou parce que je rencontrais du monde qui m'écoutait puis disait hey, t'es dans mes oreilles à chaque semaine, on écoute, je suis addict aux dérangeants, je te suis. Puis tu te rends pas compte, tu sais, quand on fait du podcast, tu te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir parce qu'on se sent des fois tout seul derrière notre micro. Puis là, c'est comme qui m'écoute vraiment, qui raconte ça. Mais pour moi, ça a été une façon de garder ce réseautage-là où est-ce que tu écris avec Guillaume Lepage pour l'inviter à prendre un café. T'envoies chier. T'es qui, toi? Pourquoi? Mais tu dis, hey, on a un balado, on est dans les top Apple Podcast business. Ça te tenterait-tu de venir jaser de ton histoire? Sure! Comme, c'est tellement un icebreaker beaucoup plus facile. Puis ça a été comme ça avec, Guillaume Lepage, Laurent Duvernay-Tardif. On a eu mon Dieu, juste cette saison-ci, Marie-Pierre Morin, où est-ce qu'on a parlé de santé mentale, puis qu'elle a abordé le suicide de son frère. Puis on a reçu un psychiatre du Glen pour justement adresser ce trou noir-là qu'on peut avoir comme entrepreneur, qu'on essaie toujours de combler par plus de succès. Puis moi, je me suis reconnu énormément là-dedans parce que quand, comme entrepreneur, ton désir, c'est la visibilité. C'est le Instagram, c'est le LinkedIn, c'est les statuettes. Je l'ai vécu beaucoup au début de Biogénique, d'aller chercher des prix, d'être EY Entrepreneur of the Year, de jeune entrepreneur de l'année, Urbania, etc. T'es pas entrepreneur, t'es un produit rendu là. T'es juste en train de te vendre toi. T'es pas en train de vendre ta solution. Tu deviens pas entrepreneur pour régler tes problèmes à toi. Tu deviens entrepreneur pour régler le problème des autres. Tu te lèves le matin parce que t'aimes ça, régler le problème pour les autres. Sinon, c'est juste... Je m'excuse, t'es un nerd qui se tape un trip techno dans ton sous-sol. Fait que, hey, moi, j'ai développé une app, là, je l'aime tellement, mon app, elle était écœurante. Je suis comme, OK, t'as codé, tu t'es fait un jeu vidéo. Mais si tu rencontres une maman avec des enfants TDAH qui n'est pas capable de trouver de solution, que ses enfants sont pas contrôlables, qui manque sa job pour aller voir pour aller chez le médecin, c'est là que puis là, tu mets ton cerveau en disant, OK, comment je fais pour l'aider? Comment je trouve une solution? Ben là, c'est l'entrepreneuriat. T'sais, ma mère qui fait pousser ses tomates dans son jardin, là, est-ce qu'elle est entrepreneur? Non. Mais si elle les fait, si elle les vend aux voisins, là, oui. J'avais un prof qui disait toujours, quand est-ce que tu deviens entrepreneur dans la vie? Est-ce que c'est quand tu as une équipe? C'est-tu quand tu as un produit? Quand tu as un brevet? C'est quand tu décides de te lever le matin et d'être entrepreneur? Non. Tu deviens entrepreneur le jour où tu as un client qui paye. Le jour où tu as quelqu'un qui prend de l'argent et qui dépense pour quelque chose que tu as fait. Fait que, automatiquement, quand tu te mets dans cette position-là, puis là, tu rencontres d'autres mondes. Puis moi, je me souviendrai toujours, tu sais, Guillaume Lepage, qu'on connaît pour RBO, pour Tout le monde en parle. Le gars est business tellement incroyable derrière. C'était pas calculé, mais c'était très ressenti. Il dit, un plan d'affaires, là, c'est de l'astrologie pour les banquiers, cette affaire-là. C'est comme, ça sert à rien. L'entrepreneur, tu l'apprends sur le terrain, tu l'apprends en le faisant. Si tu essaies de suivre ton plan d'affaires, tu vas manquer 1 million d'opportunités. Et moi, je l'ai vécu. Ça n'a pas été notre premier produit. Le premier produit de Biogénique, là, c'était comme, ça coûtait 5 000 $. C'était un abonnement à vie. Finalement, je me suis rendu compte que c'est un modèle pyramidal. Oups! Il fallait que je fasse plus de ventes pour rembourser puis continuer d'offrir le service à ceux qui avaient acheté en premier. Fait que, tu sais, c'était ma mère, mon oncle, ma sœur. J'ai remboursé tout le monde. Puis, mais j'ai vu qu'il y avait une demande, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Puis là, finalement, on est arrivé avec des tests beaucoup moins chers à 200, 250 $. Mais ça a été, je pense, notre produit numéro 12 qui nous a rendus vraiment riches. Tu sais, notre offre signature qui a décollé, qui a pogné. Fait que c'est pas du tout. Puis ça me fait toujours penser, quand je faisais mon MBA, il y avait une étude qui était sortie. Il y avait... Quand tu fais ta maîtrise, ton MBA, tu dois faire des plans d'affaires. Tu sais, c'est comme ils te l'apprennent. Puis là, ils ont regardé les 5 dernières années, quel plan d'affaires a eu le plus de succès dans la vraie vie, que ceux qui l'ont vraiment lancé. Est-ce que c'était
l'innovation technologique? Est-ce que c'était le CV des fondateurs? C'était-tu l'argent qu'ils ont levé, le dénominateur commun? C'était-tu l'ambition de changement, la taille du marché? Il n'y avait aucun fucking critère qui corrélait le succès du projet au plan d'affaires, sauf un, qui était le nombre de pivots qu'il avait fait. Ah ouais? Ouais, Le nombre de fois qu'il avait ajusté le plan. exact. Plus que tu as fait de pivots, plus que tu avais de succès. Donc, ça veut dire, c'est des entreprises, des entrepreneurs agiles qui ont pivoté dès qu'ils ont vu que ce qu'ils faisaient, c'était pas la YouTube, recette. là, quand ça a été lancé, c'était une plateforme de dating à la base. C'était une De app. dating? Ouais, c'était une app de dating avec vidéo. Ah. C'était ça, là. Je savais pas ça. Slack, c'était un jeu vidéo quand ils ont lancé. Pinterest, c'était une espèce de app pour photographes, pour qu'il y ait un peu Flickr qui appelle. Là. C'est comme tu pouvais avoir ton portfolio de photographes. Finalement, Pinterest, c'était pas le nom, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais ils ont remarqué qu'il y avait comme une 150 users, ça pognait pas leur affaire. Et là, de fil en aiguille, à un moment donné, il y a comme 1000, 2000, 3000 users qui s'abonnent, mais c'était une clientèle qui voulait pas. C'était pas des photographes, c'était des filles qui allaient se marier. C'était des bridesmaids qui partageaient des photos d'inspiration de leur mariage. Puis là, c'était des gars de MIT en plus, ils sont allés voir le prof, puis ils ont dit, on fait quoi avec ça? C'est pas en toute la clientèle qu'on avait ciblée, c'était pas le plan d'affaires. Le prof dit, ben, take the money and run, guys. Si vous avez une clientèle, vous avez trouvé un problème. C'était Einstein qui disait, si tu me donnes 1 heure pour résoudre un problème mathématique, je vais passer 55 minutes à réfléchir au problème, 5 minutes à essayer de le résoudre. Trouver la solution, c'est la partie facile. Trouver le problème que les gens sont prêts à payer pour, c'est la partie tough de l'équation. Puis, tu sais, moi, c'était Laurent Duvernay-Tardif qui avait dit dans le balado, l'entrepreneuriat, là, c'est pas un concours de talent, c'est pas un concours d'argent, c'est un concours de déprivation de dopamine. Combien de temps le plus longtemps que tu es capable de toffer en souffrance va déterminer ton succès. Puis c'est ça que j'ai fait dans le sport. Oh my God, c'est bon, ça. Oui. C'est très bon. C'est vraiment fou. Puis, à part les gens que tu as cités, est-ce que tu as d'autres personnes que tu dirais qui ont vraiment marqué ton parcours dans les dérangeants? Ah, ben écoute, toute entrevue, puis c'est ça qui est fou, parce que là, on est rendu à plus de 200. Puis, tu sais, les dérangeants, c'est fait toujours un peu le point d'honneur de jamais faire juste des A-players, on va dire ça comme ça. Là. C'est le Hollywood meets entrepreneur. C'est un peu notre tagline. Donc, à la fois avoir, oui, on a eu Andréane Mallette qui avait fait Star Academy, qui avait autoproduit sa tournée. Son côté entrepreneur était là, c'était impressionnant. On a eu Jay du Temple qui a autoproduit sa tournée aussi avant de faire Occupation Double. C'était super intéressant, mais c'était pas des entrepreneurs, mais ils ont eu une démarche entrepreneuriale super intéressante. Puis, ils ont toute leur histoire, mais après ça, des dérangeants que tu l'écoutes, puis t'es comme, oh mon Dieu, que je suis pas d'accord avec toi, puis j'ai envie de te ramasser, mais comme, il y en a eu Étienne Lacroix de Vention, que je salue, que j'adore. Tu sais, lui, il a vraiment le discours que tu ne bâtis pas un empire en travaillant 40 heures par semaine. Tu sais, il disait dans le balado, si on avait fait une pub, puis il dit, mais RH l'ont bloqué finalement, on l'a pas sorti, mais il dit, si tu cherches la conciliation travail-famille avec vraiment des belles conditions de travail, puis de pouvoir ajuster puis faire du télétravail, viens pas chez nous. Il dit, voici une liste d'entreprises que tu peux aller travailler qui ont ça comme branding. Chez Vention, c'est du 70 heures semaine. Let's go. Puis on conquiert le monde. Il dit, tous mes compétiteurs ont plus d'argent que nous, donc la seule ressource qu'on peut mitiger, nous, c'est le temps. Puis il dit, c'est pas vrai que sur 40 heures par semaine, tu as 40 heures de productivité. Fait que moi, je viens de chercher ton 20-30 heures de productivité que tu as à me donner, puis après ça, on va faire de la paperasse ensemble, mais il faut que tu sois là samedi, dimanche. Puis j'étais comme, quand j'écoutais ça, j'étais comme, oh mon Dieu, que je suis pas d'accord avec ça, mais j'étais comme, mais c'est un entrepreneur, puis c'est un modèle. Pourquoi toi, t'es pas d'accord avec ça? Parce que je pense pas que vraiment. Tu sais, le plus grand ennemi d'Amazon, c'est Amazon. Parce que c'est à même Amazon, c'est la bureaucratie, c'est tous les processus, c'est tous les papiers, c'est tout. Donc, ce qui va détruire Amazon, c'est probablement les employés d'Amazon qui vont partir des spin-offs, qui vont compétitionner leur ancien employeur parce qu'ils vont trouver des façons plus agiles, plus intéressantes. Fait que quand tu bâtis une entreprise puis que tu essaies de juste comme travailler plus fort, si ta stratégie, c'est de dépenser plus d'argent et de travailler plus fort, tu n'as pas de stratégie. T'sais, nous, chez Biogénique, dans le temps puis dans tous mes projets d'entreprise, quand je regardais
23andMe, qui était un de nos compétiteurs, LifeLabs, qui était un de nos compétiteurs, faisait beaucoup de médias sociaux. SEO, SEM. J'étais comme, si je fais ça, ben on est head-to-head, on se bat sur les mêmes plateformes, puis les seuls qui font faire de l'argent, c'est Facebook à Mountain View. Parce qu'on va juste compétitionner le clic. Donc, on a juste regardé notre ADN et on dit, ben nous, c'est quoi qu'on peut marcher? Nous, ça a été beaucoup le trade show, le business development. Ça a été beaucoup les partenariats associatifs. Fait que, de dire, ben, une offre Sun Life avec Biogénique, un communiqué de presse là-dessus, d'aller dans des cliniques médicales, d'aller dans les... Fait qu'on a vraiment adopté une stratégie différente de commercialisation qui n'était pas la même que notre compétition. Mais quand tu es un entrepreneur puis tu te dis, ben moi, je vais faire la même stratégie que mon compétiteur, mais je vais juste le battre parce que je vais juste travailler plus fort, ça venait me chercher. Mais son modèle fonctionne. Vention a vraiment beaucoup de succès. C'est un des beaux fleurons start-up au Québec. Fait que, après ça, ben moi, j'étais juste content de lui offrir un micro. On a besoin, mais écoute, la quantité de DM qu'on a eu quand c'est ça que j'allais dire. Ça fait combien de temps cet épisode-là? Parce que... C'était saison 5, mais on l'a reçu. On a fait un autre business case avec lui récemment aussi. Mais c'est quand même provocateur en 2026 de dire travailler tous 70 heures semaine, c'est ma ben là, on l'a vu avec là. l'extrait de Dom Gagnon. Là. Comme c'est l'exemple parfait. Où est-ce que c'était un... Les gens sont sensibles quand même sur ce genre de statement. Ben là, c'était à des années-lumière de ça. Puis il y a eu autant de commentaires. Fait que j'imagine pas si ça avait été directement ça comme extrait. Là. Non, mais à l'époque, on faisait pas de shorts non plus. Là. Fait que ça a été vraiment... Saison 5, ça a été le début du vidéo pour le podcast. Puis la saison 6, on sait un peu plus... Fait qu'il y a des gens qui m'écrivent et disent « Ah, génial, votre nouveau podcast. Je viens de vous découvrir. » Je suis comme... Ça fait 10 ans. Mais tu sais, après ça, mon Dieu, je me rappellerai toujours. Cette saison-là, on avait eu Caroline Néron aussi, qui n'avait pas fait d'entrevue, qui n'avait jamais parlé de sa faillite, puis qui était venue au balado en parler. C'est la première fois qu'elle sortait. Puis je pense qu'elle a dit que ça va être la dernière aussi. Elle n'avait pas tant aimé le processus de comme se remettre à nu, mais ça a été un masterclass de quoi ne pas faire. C'est un peu, je pense que ça, c'est la grande tragédie du balado aussi, parce que c'est le off the record qui est le plus intéressant. Moi, quand j'ai parti ça, j'étais comme, on va se mettre un verre de vin. Là. Puis là, on est comme dans le salon, puis on jase avec des entrepreneurs. Mais c'est sûr que dès que le micro part, dès que la caméra, là, il y a un certain filtre qui s'installe. Puis c'est tough de briser ça. Mais toute l'histoire de la faillite de Caroline Néron est tellement intéressante, mais elle nous l'a racontée après l'épisode. Puis pendant l'épisode, j'étais comme... Ouais, j'étais comme... Il manque quelque chose, là. Comme, vas-y, tu sais. Puis il était comme, naturellement, des raisons légales, elle voulait pas aller là. Mais tu sais, ça a été ces rencontres-là que tu fais comme, mon Dieu, qu'il y en a du savoir, il y en a des cicatrices qu'il faut être là. Puis c'est un peu la mission que je me donne encore. Tu sais, les gens, tu sais, t'es-tu tanné? T'as-tu encore du jus? Je suis comme, non, comme... Il faut que ça sorte, puis il faut être capable de se le dire sans parler, puis de dire comme je suis en train de vivre ça. Parce que tout entrepreneur qui dit, hey, j'ai 30% de mes revenus qui viennent de tomber, tel client vient de m'abandonner. Tu penses que tu es tout seul. Tu es le premier dans le monde à vivre ça des fois. Tu sais, es comme alone at the top. Je suis comme, non, fais juste écrire sur LinkedIn ce que tu vis. Tu vas voir la quantité de monde qui ont exactement vécu la même affaire. Puis il faut juste s'en parler, il faut juste s'aider. Puis moi, on a une auditrice à un moment donné qui a dit, je voulais m'acheter un local commercial pour ma business. C'était des épiceries. Elle a dit, je suis allé sur votre site web, j'ai juste regardé tous les épisodes en immobilier que vous avez fait. Puis, on crée des tags, là. Donc, elle dit, ça a été mon masterclass. Juste pour ça, il faut continuer. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que les invités ont tant de difficultés à se mettre, on va dire, à nu dans les difficultés qu'ils vivent? Puis nous, c'est un sujet qui revient souvent parce que après, là. Nous, on a comme nous, on se confronte souvent sur ce sujet-là, mettons. Confronte, c'est un gros mot, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, non, mais c'est parce qu'on n'a pas la même vision de ça. Moi, je suis un livre ouvert sur toute ma vie au complet. Là. On dirait que j'ai pas ce filtre-là, puis je suis assez naïve. Puis moi, je vois pas les conséquences qui peuvent venir après. Claude, elle voit tout de suite, mais là, si tu dis ça, tes employés vont passer ça, puis tu sais, comme... Moi, je trouve ça très difficile de partager toute la vérité du monde des affaires publiquement. Puis c'est pour ça que je préfère juste ne pas en parler, parce que je veux pas non plus sentir que je dis pas la vérité. Fait que je suis comme, ça m'appartient. C'est vraiment deux écoles de pensée. Puis j'ai beaucoup le débat avec Dom Gagnon que vous avez reçu au podcast, qui est un des dérangeants. C'est
les entrepreneurs ont tendance à aimer quand le spotlight est sur eux. Fait que, tu sais, par exemple, t'étais un dragon invité, t'es allé au dragon. Tu sais, Caroline Néron, c'est un bon exemple, était une dragonne, mais quand que, finalement, elle a fait faillite, puis que là, autant le spotlight a été mis sur son succès que sur sa faillite, mais là, soudainement, ça ne tentait plus. Là, il était comme, bah là, l'œil médiatique, finalement, c'était de trop, mais ça vient avec. Si on parle de toi en bien, on va parler de toi en mal. Si on parle... Fait qu'il faut accepter ça quand tu es prêt. Moi, j'ai eu énormément ce besoin-là d'être reconnu, d'avoir ces statuettes, d'avoir les likes pendant toute l'histoire de Biogénique, probablement parce que j'avais ce trou noir-là à l'intérieur que je cherchais à combler, puis j'avais juste pas assez confiance en moi. Puis, tu sais, quand tu as 27 ans, 28 ans, tu as juste des claques à la gueule avec du monde de 45, 50, 55 ans. À un moment donné, tu cherches l'espèce d'approbation. Tu veux te faire dire que t'es beau, t'es bon, t'es capable. Fait que ça a été beaucoup le rôle des réseaux sociaux, puis ça a été juste toxique. C'était pas... C'est comme d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée en mangeant des chips. Hein. C'est des calories vides. Mais quand je l'ai vécu, je m'en rendais pas compte. Puis aujourd'hui, je suis super à l'aise d'être un livre ouvert, mais si on me pose la question. Ben oui, pas trop. Tu sais, il y a une différence avec faire du grand trauma dump sur le podcast aussi. Là, Exact. Fait que, donc, si tu me poses la question, qu'est-ce que tu penses justement de pourquoi les invités se gardent une petite gêne? Je suis capable de parler de mon historique moi, je l'ai vécu, cette espèce de ce besoin-là d'amour et tout ça, mais je crois que malheureusement, il y a encore cette idée-là d'ego. Que si j'ai une image parfaite, si j'inspire, mais je vais avoir plus de ventes, je vais avoir plus d'opportunités, plus de revenus. Je suis comme, pour rien. C'est poche parce que si tu fais ça, tu te retrouves pris dans un personnage que tu n'es peut-être pas réellement. Puis ça, c'est très inconfortable, finalement. Tu sais, l'entrepreneur qui est dans l'œil du public, puis là, finalement, ça va mal, mais doit faker que ça va bien parce qu'il n'est pas capable d'aller dans la vulnérabilité. C'est tough, mais moi, j'ai aussi envie de dire, à mon avis, c'est pas juste une question d'ego. Ben, je sais pas que tu dis que c'est juste une question d'ego, mais comme, il y a aussi le volet que ça a des conséquences réelles. Comme moi, je répète à Camille, genre, c'est comme, tu sais, t'as une équipe, t'as des clients, t'as des ci, t'as des ça. Fait que des fois, il y a des choses que tu ne peux pas dire à quiconque veut l'entendre publiquement parce que ça peut quand même se revirer contre toi. Fait qu'il y a aussi cette nuance quand même de comme, tu sais. Oui, je suis d'accord qu'il faut pas tout dire. Mais quand tu es un entrepreneur qui utilise les réseaux sociaux, puis un excellent exemple de ça, puis je vais raconter une histoire qui est récemment, là, puis je suis super transparent là-dessus, François Lambert, qui inonde les réseaux sociaux de posts à chaque jour. Il y a sa communauté, puis il répond à un besoin, puis il y a des gens qui le suivent, qui l'adorent. À un moment donné, il fait un post sur la faillite. Puis il dit, moi, j'ai jamais fait faillite parce que la faillite, dans le fond, c'est que tu gères pas ton cash flow. Tu sais, Fait que plus que si tu as de la dette, c'est automatiquement, tu es redevable à quelqu'un, puis donc, ça t'amène à faire faillite. Donc, moi, j'ai pas de dette, donc finalement, je serai jamais faillite. C'est un peu son point. Fait que là, j'ai répondu, puis je me suis trompé de compte. J'ai répondu avec les dérangeants plutôt qu'avec le mien. Fait que ça a comme explosé. Amplifié. Mais j'ai dit, bravo François, pas avoir de dette, en fait, c'est comme si tu dis, je me suis jamais pété la jambe en ski parce que je suis resté dans le chalet à boire du chocolat chaud. Il l'a pas pris, là. Mais j'ai écrit personnellement, j'ai dit, écoute, je voulais te taquiner avec le post, si tu l'aimes pas, je vais le déliter, tu sais. Puis il m'a envoyé chier, mais solide. Puis il dit, j'ai plus de respect pour toi. Puis il a fait un screenshot du post, puis il l'a reposté en disant, voici le genre de commentaires que j'ai. Je suis comme, hey, si t'es sur les réseaux sociaux, puis tu t'amuses à faire des déclarations incendiaires, attends-toi à ce qu'il y ait des gens qui répondent avec ce même ton-là. Puis si t'es pas capable d'accepter le ton que tu as utilisé pour faire ton post, hey, je m'excuse, hein, mais comme, c'est 2 poids, 2 mesures rendu là. Fait que moi, c'est ça que je reproche énormément au star system entrepreneurial qui fait en sorte que je pense sincèrement que ça défocus les entrepreneurs. Et j'ai jamais autant de plaisir en entrepreneuriat que maintenant, où est-ce que, tu sais, je ne suis plus dans l'œil du public. Tous mes projets de business dans lesquels j'ai investi, mes journées sont remplies à travailler sur des trucs en silence. Et mon Dieu, que ça fait du bien. C'était Andrew Molson qui disait « Un entrepreneur devrait être 3 fois dans les médias, à sa naissance, à son mariage et à sa mort. » C'est tout. Ah, quand même, hein? Bon, c'est pas beaucoup, hein, Mais pourtant, avec les dérangeants, tu l'es dans l'œil du public.
mais pas pour mes projets. Ouais. Pas pour On sait moi. pas ce que tu fais. C'est C'est d'ailleurs ça. une question qu'on a. C'est Ah! quoi qui occupe Ouais. ton quotidien? En On ce est moment, rendu où, là, dans ton... écoute, plein d'affaires, mais moi, c'est sûr que c'est de repartir de zéro. Ça a été une question que je me suis posée. Tu sais, je referais-tu ça? J'ai 1 million start-up, d'idées par jour, ouais. d'autres startups. La réponse est non. Plus maintenant, mais le mot chaud aujourd'hui, c'est le repreneuriat. Ça a été beaucoup le focus dans la saison des dérangeants aussi récemment. Il y a plus de 16 000 entreprises au Québec qui sont à vendre chaque année, 54 000 dans les 5 prochaines années qui vont devoir trouver repreneurs parce que les baby boomers prennent leur retraite. Les baby boomers, là, ils ont vécu récemment une pénurie de main-d'œuvre, une hausse de taux d'intérêt, des tarifs de Trump, puis une pandémie. Là. Ils sont écœurés. Fait que là, il y a bien des entreprises qui sont comme ça me tente plus. Et là, ils cherchent passation. Puis moi, ça fait 2 ans que je suis vraiment dans ce processus-là. Mais en parallèle aussi, je continue d'être vraiment impliqué avec des entreprises dans le médical. J'ai mes investissements en immobilier. J'ai été consultant. J'ai haï la consultation, par contre. Là. C'est comme, t'es toujours la bitch de service de quelqu'un. C'est comme, j'attends... Ça fait 3 mois que j'attends les documents pour te donner ton opinion. Ils te les envoient. Puis là, c'est comme, on peut se parler demain. Je suis comme, ben non. Laisse-moi le temps de les lire, s'il te plaît. Mais, tu sais, là, j'ai un projet qui me passionne qui s'appelle Neuroscribens. Que c'est vraiment la détection de TDAH par le mouvement du doigt. Fait que c'est vraiment comme... C'est sur iPad, c'est une application de Polytechnique, c'est des brevets. C'est vraiment comme la technologie super puissante, puis c'est pas connu. Le chercheur qui a développé ça, il fait partie du 1% des chercheurs les plus cités dans le monde. C'est québécois, mais c'est des pépites d'or qu'on a au Québec de brevets qui sont juste pas connus. Puis là, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Puis là, j'ai comme, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Fait que moi, j'aime ça travailler sur ce genre de... Tu sais, c'est une technologie qui existe, qui est prouvée, puis là, il faut juste la commercialiser. Il faut l'emmener sur le marché. Ah, moi, je suis prête pour ça. En tout cas, toute ma famille est prête pour ça. là. Oui, Les c'est ça. enfants, mon chum. Je parle de TDAH, je parle à Camille, Ouais, c'est ça, des tu parles histoires. à toute, Ah non, c'est... toute une communauté, là. Parce qu'il n'y a pas, tu sais, la seule façon de voir si le TDAH est réglé, c'est avec les notes scolaires, le commentaire du prof. Ah oui, non, ça va mieux. Tu sais, on voit une différence, mais... C'est super, il n'y a pas d'indicateur clair Ouais, pas que très ça tangible, fonctionne. là. Fait que, vraiment Intéressant. Il y a quand même un côté brain là, dans les trucs que tu fais. Big time. Ah, c'est ouais. vraiment intéressant. Puis c'est tout à ton honneur parce que souvent, un profil très brain va pas toujours avec un profil confortable socialement. Non, mais c'est vrai. hein? Alors que tu as une super belle élocution, genre visiblement, comme il n'y a pas de d'inconfort là. ça, c'est by the way, cool. ça a été des cours. Hein? OK. Ouais. T'étais pas comme ça. Non. T'étais-tu un Moi, je peu. bégayais. OK. Qui t'a C'est, donné des cours? Ça a été des cours de chant. J'ai pris des cours de chant pour travailler ma respiration, travailler... ça a été le balado. Pour moi, le balado a été une espèce de t'es pas game. De dire, ah ouais, je bégayais, j'étais très introverti au secondaire, puis finalement, j'ai dit, ben, je vais prouver au monde. Fait que dans ce vide intérieur-là, de période de réseaux sociaux, j'ai dit, ben, le balado, finalement, je suis tombé un peu en amour avec le média de, justement, parler avec du monde, de venir, puis finalement, c'est devenu vraiment mon développement d'affaires, on va dire ça comme ça. Puis, tu sais, les gens se posent, ça, c'est la question que j'ai le plus souvent, tu te payes combien avec le dérangeant? Combien vous faites d'argent avec ça? La réponse, c'est sweet fuck all. C'est une OBNL. On ne se paye pas d'argent parce que tout va dans la mission des dérangeants. Oui, on paye la production, qui est un studio, mais à chaque année, c'est juste des rencontres exceptionnelles. Puis, le même podcast aux États-Unis, Diary of a CEO, c'est ça, c'est des centaines de... Je pense qu'ils surfent avec un budget de 6 ou 7 millions, j'avais vu. Legend en France, un épisode à 87 000 € qui charge pour que quelqu'un vienne parler à son podcast. On n'est pas là au Québec, là. C'est pas la même... C'est une question qu'on se posait, justement. Ouais. Qu'est-ce que le Québec a? Pourquoi qu'on... Ben, c'est sûr qu'on est un marché de 8 millions d'habitants. Puis la langue, la barrière de la langue, pour moi, fait en sorte qu'il y a un espèce de snobinisme avec le reste du Canada et des États-Unis que, finalement, quand ton projet est hot au Québec, tu peux bien en vivre. Tu peux... un Louis-José Hood, un Martin Matt en humour, là, il peut être millionnaire avec le Québec. Mais une start-up, si tu veux vraiment sortir, si tu veux vraiment aller faire le coup de circuit, c'est pas un marché de 8 millions que tu as besoin, c'est un marché de 80 millions, c'est un marché de 800 millions. Puis quand je coach les jeunes entrepreneurs, moi, c'est toujours ce que je leur dis, c'est je m'en fous que ton marché, ça soit les Golden Retriever albinos à 3 pattes, là, mais il faut que ça fasse au moins 100 millions.
de revenus potentiels sur un marché, c'est là. Puis si tu vas chercher 10 des parts de marché, mais ça fait 10 millions. Puis là, tu as quelque chose, tu tiens quelque chose. Fait que, arrange tes calculs, mais faut. Puis c'est très, très rare. Puis quand j'entends ça, je dis, moi, je vais faire le YouTube du Québec. Moi, je vais faire le Uber du Québec. Ma réponse, c'est toujours, YouTube du Québec, ça s'appelle YouTube. On n'est pas assez différent pour bloquer les Américains, mais nous, on est trop différents pour sortir du Québec. C'est ça notre enjeu qu'on a beaucoup. Lise Wattier, elle s'est pété le nez. Ça a été très, très, très difficile. Couche-Tard, ça a été très, très, très difficile de sortir. Ils l'ont fait par acquisition, ils ont changé de nom. Il y a à peu près juste Cirque du Soleil qui a réussi à garder son branding. Mais Chocolat Favori, il est sorti, mais de peine et misère, puis ça commence là, en Ontario à pogner. Donc, on a cette particularité-là que, puis l'exemple qui me vient en tête aussi beaucoup, Good Food. Good Food sont allés, c'est des Québécois de Concordia qui sont allés à Toronto pour partir Good Food et qui sont revenus finalement par expansion au Québec. Donc, on a cette difficulté-là, des fois, à sortir du Québec par la barrière de la langue, par la barrière culturelle, par la barrière de snobinisme que je trouve qu'on vit, qui est un bon challenge. Mais donc, ne pas penser que dire, si je deviens le YouTube du Québec, je vais faire des centaines de millions, probablement pas. Puis pourquoi on a cette espèce de... On dirait que je ressens quasiment de la haine des entrepreneurs quand ils disent « Ah, mais là, ici, on est au Québec. Ah, mais on est au Québec. » C'est comment on transforme ce discours-là entre nous pour être conscient de ces enjeux-là, mais de ne pas avoir honte non plus. Moi, je trouve que ça crée une espèce de climat de honte. Qu'est-ce que tu veux dire par honte? Moi, je suis un entrepreneur, mais je suis un entrepreneur québécois, là, tu sais, fait que là... mais on est manque au Québec. de vision, le manque de vision par rapport au fait qu'on soit des entrepreneurs québécois. Tu sais, moi, je suis full fière d'être une Québécoise. Là, puis j'adore notre culture. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'un entrepreneur dit ça, ça me fait quasiment comme, ben là, t'as-tu honte? Ouais, tu sais, pourquoi t'as honte de même? Là? Comment on change ce discours-là pour, moi, je suis un entrepreneur québécois, je vais m'adapter, mais je vais garder mon ADN. On en avait parlé dans l'épisode avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est d'ailleurs assez d'actualité. Puis on l'avait sorti un 24 juin, je m'en souviens. C'était Tout est dans tout. Concept. Il appelle ça le Dutch Syndrome, le syndrome néerlandais. C'est que quand tu fais tellement d'argent avec tes ressources naturelles que tu n'as pas besoin de les transformer, tu développes une certaine paresse. Tu regardes des places au Québec où est-ce que l'entrepreneuriat a vraiment pogné, comme la Beauce. La Beauce, ça, c'est le poumon des entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y a l'école entrepreneurship de Beauce. La raison, c'est simple, c'est que la Beauce était loin de tout au début du siècle, 1900, 1910, 1930. Ça prenait une journée de se rendre à Québec pour ça. Fait que donc, les Beaucerons se sont arrangés entre eux, puis on va être autosuffisants. Donc, ils ont créé des entreprises. Mais le Québec, on a ce réflexe-là qu'on a vendu beaucoup nos ressources naturelles, le bois, l'eau, les mines, les terres. Puis on n'a jamais eu ce réflexe-là d'innovation pour les transformer nous-mêmes. Parce que ça a toujours bien roulé. Mm-hmm. C'est ça qui est arrivé dans les tarifs de Trump. Quand Trump est arrivé, il a dit, moi, je charge 30 40 sur l'aluminium du Québec. Là, soudainement, il y a bien des entreprises que leur seul facteur différenciateur, ils fabriquaient des chaudières en aluminium pour, mettons, l'huile ou le chauffage, le gaz. Puis le seul facteur qui rendait que leur cuve était meilleure, c'était parce qu'elle était moins chère. Puis là, soudainement, arrive le tarif de Trump, la business a fait faillite. Parce qu'ils se sont assis sur leur cul. Puis c'est ça ma critique. C'est plus complexe que ça. Oui. Mais c'est de dire, au Québec, rapidement, on a fait de l'argent. On a, sans non plus innover, sans non plus se différencier. Nos industries, c'est aéronautique, bombardier, puis le reste, c'est télécom, services et ressources naturelles. Donc, hydroélectricité, entre autres. Fait que, tu sais, je regarde mes amis qui ont fait leur MBA ici à HEC, McGill, ils font leur business case sur Air Canada. Moi, quand je suis allé à Boston, le business case, je le faisais sur Twitter, je le faisais sur Zipcar, je le faisais sur la technologie. Fait qu'il y a cette mentalité-là. Et aussi, les investissements. On ne prend pas assez de risques avec notre argent. Et je suis le premier, et je m'auto-flagelle de ça. J'ai fait de l'argent et, tu sais, quand tu vas à Silicon Valley, l'argent vient beaucoup d'anciens entrepreneurs qui sont comme go. J'ai un ami qui est allé faire ses études à Stanford. Hey, sur son pitch deck, sur son PowerPoint, il a levé 5 millions. Juste avec l'idée et l'équipe. Parce qu'il y a cette mentalité-là de... Ça, c'est un concept qui, moi, m'a flabbergasté. Imaginez une entreprise qui fait soit le hockey stick, qui fait la patate qui fait faillite, ou qui fait un plateau. Là, c'est 3 scénarios. Là, il faut que tu élimines un des 3 en disant lequel que tu ne veux pas qu'il arrive.
Tout le monde va dire, je veux pas faire faillite. Je veux pas que mes revenus, pour ceux qui nous écoutent en audio, allez voir à YouTube, mon doigt fait juste une espèce de demi-cercle vers le bas. Le scénario à éviter, c'est le plateau. Le plateau est le pire des scénarios. Parce que quand ton chiffre d'affaires fait un plateau, c'est juste une faillite en attente. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire le hockey stick puis qui va te dépasser plus tard. Fait que c'est la mentalité américaine, c'est win fast, fail fast. Faut que je trouve une façon de crack the code, sinon quelqu'un d'autre va le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent énormément d'argent vite. Trouvent la façon que ça fonctionne. Puis là, ils ramassent le marché. Puis c'est ce qu'on fait pas assez au Québec, selon moi. Fait que quand on dit, moi, je suis un entrepreneur au Québec. Moi, mais ici, au Québec, c'est malheureux, c'est qu'il y a cette peur de risque-là, mais en même temps, cette paresse-là qu'on a de dire, dès que je fais 1-2 millions de chiffre d'affaires, des fois, on est confortable, puis on s'assoit là-dessus, puis on dit, tu préfères 10, 15, 50 millions. Ouais. Puis finalement, ça devient très inconfortable. C'est de continuer l'inconfort. Ouais. J'adore, très bien dit. Pour conclure, oui, vraiment. Pour conclure, dis-nous, le jour où tu seras à la fin de ta carrière, dans je ne sais pas combien d'années, que ce soit 10, 20, 30, 40, 50, on te le souhaite, comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Ah! C'est une très, très bonne... Écoute, j'haïs ça quand les gens disent c'est une bonne question. En balado, là, je dis, ne dites jamais ça. Ça veut juste dire que tu es en train de réfléchir. Ben, c'est correct, tu as besoin des fois de réfléchir, là. Si tu l'avais pas prévu, celle-là. Moi, j'avais... comment il s'appelle? Pierre-Luc Funk, on lui avait posé, tu veux-tu qu'on te souvienne de toi comme un humoriste ou comme un acteur? Puis il avait répondu, tu sais, comme acteur. C'est son... Puis moi, est-ce qu'on veut qu'on se souvienne de moi comme entrepreneur ou comme animateur, mettons, qui sont mes deux? Pourrais-je... Ça serait une plus grande fierté pour moi qu'on se souvienne de moi comme un communicateur parce que je viens de beaucoup plus loin. Ça a été beaucoup plus un hurdle pour moi d'être un bon communicateur qu'un entrepreneur. On dirait que c'était plus inné. Il fallait que ça sorte. Mais la plus grande fierté que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir des familles qui vivaient avec un salaire d'une entreprise que j'avais bâtie. Puis moi, ça a toujours été, quand il est venu le choix avec Biogénique de vendre, de continuer, de déménager, ça a toujours été ma grande fierté de dire, j'aurais pu déménager à Boston, puis de continuer. Puis on avait eu des offres. Si on devenait une corporation du Delaware, on avait beaucoup plus d'argent, puis c'était de devenir une entreprise américaine qui vendait au Canada, qui vendait au Québec, mais il fallait déménager. Puis ça me tentait pas. Puis on a gardé les jobs ici. Puis on a vendu un joueur d'ici. Les jobs sont restés ici. Puis on a un laboratoire de génétique aujourd'hui qui existe. Puis il y a du monde qui travaille dans ce laboratoire-là. Parce qu'on l'a fait. Ça, c'est quand même un feeling exceptionnel. J'en doute pas. Avec raison. Félicitations. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci les filles. Vraiment cool. Vraiment. Puis pour ceux qui sont intéressés, on vous invite assurément à aller écouter le balado Les Dérangeants si vous c'est pas déjà dans votre roster de podcast. Nous, on adore. Puis sur ça, on te souhaite bonne continuité dans tes projets low-key. On a hâte de continuer de t'entendre derrière le micro. Puis on se recroise dans le futur. Merci. Bye.